Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous à travers ce programme hebdomadaire que nous avons plaisir à vous offrir. Nous savons que vous êtes des millions à nous regarder, l'information vraie prime dans ce programme. En ouverture de cette émission, un petit coup de gueule. Il est important aujourd'hui que certaines diffamations, certaines âneries, je dirais même de l'imposture cessent envers nos États d'Afrique. Comment peut-on encore de nos jours vouloir troubler la tranquillité des Africains ? Que certains soi-disant confidents du passé macabre de nos États, s'ils aiment un tant soit peu notre continent, laissent nos dirigeants africains continuer à construire nos pays, qui ont tant souffert, d'abord de l'esclavage, ensuite de la colonisation, de la France-Afrique et les putschs à répétition. Pourquoi réveille-t-on toutes ces histoires aujourd'hui? Nous comprenons aisément maintenant que le développement de nos pays se fait dans la paix, ne fait plaisir à certains. Sont-ils commandités? Sont-ils simplement des simples aigris? Sont-ils encore des nostalgiques de la France-Afrique? Sont-ils nostalgiques encore de ces valises bourrées de billets de banque du contribuable africain qui ne circuleront plus? Terminé. C'est terminé cette époque. À cela, il faudrait comprendre que l'Afrique et les Africains ont changé. Cette époque est définitivement révolue. Restez des nôtres, je suis Constieka. Dans cette émission, nous parlerons de la Côte d'Ivoire, du Congo, de l'Allemagne, de la France, du Cameroun, du Sénégal, du Bénin, du Burkina Faso, du Mozambique, ce pays un tout petit peu oublié, certains d'expressions portugaises, on n'en parle pas souvent, sera au menu de ce programme. Vous verrez un tout petit peu les atouts, les avantages à connaître et à mieux connaître ce pays. Restez des nôtres. Annoncé dans les précédentes émissions, ce navire, baptisé tout simplement l'Arche de la Paix, était il n'y a pas longtemps au large du Congo-Brazzaville. Ce navire avait été annoncé arriver au Cameroun aux alentours, principalement le 7 octobre. Ça a été chose faite. Le navire hôpital chinois Peace Ark est arrivé à Douala, après le Congo, comme je le disais tantôt. Ce sont plusieurs milliers de Camerounais qui vont bénéficier, comme ça, gracieusement, des soins médicaux, et ça, c'est l'aide de la Chine à nos pays africains. Une aide vraie. Stéphane Nego, Charlotte Abdoulaye, Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua et Eric Bikek nous en font écho. Le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Iva Adiboua, a présidé le 7 octobre 2024, au quai 8 du port autonome de Douala, la cérémonie d'accueil du navire hôpital Chinese Navy Hospital Ship Peace Ark, en lieu et place du ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense, M. Joseph Bessiasomo. En présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son excellent Wang Yiwu, de Mme Armande Dinbel, vice-présidente du Sénat, du président du conseil régional du littoral, M. Polycarpe Log, du préfet du Vouri, des autorités militaires camerounaises et chinoises et des forces vives de la région. C'est une pluie battante qui probablement est un signe de bénédiction pour l'Arche de la Paix qui vient redonner le sourire à plusieurs Camerounais en détresse. Les vice-amiraux Ying Hongbo et He Yongming, tous deux responsables du Chinese Navy Hospital Ship Peace Ark, ont été accueillis au bas de l'échelle de Coupé par M. Samuel Dieudonné Iva Adiboua, gouverneur de la région du littoral. Les honneurs militaires, l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, la revue des troupes et le tout sous les acclamations des résidents chinois au Cameroun. L'arrivée du navire hôpital de la marine chinoise au Cameroun vient démontrer l'engagement de la Chine envers la santé et le bien-être des populations camerounaises. Il effectuera du 7 au 14 octobre 2024 une mission de prise en charge médicale gratuite sur très haute instruction du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya. Le docteur Jérémy Solé, adjoint au maire de la ville de Douala, a souhaité une chaleureuse bienvenue à l'équipage du Chinese Navy Hospital Ship Peace Ark et salué l'excellence des relations entre la Chine et le Cameroun. Le navire hôpital de la marine chinoise accoste pour la première fois au quai 8 du port autonome de Douala au Cameroun. Pour le contre-amiral, commandant du Chinese Navy Hospital Ship Peace Ark,
L'accueil chaleureux et enthousiaste du peuple camerounais et des Chinois d'outre-mer résidant au Cameroun est une grande preuve d'affection. À cette occasion, au nom de tous les officiers et soldats de la mission, le vice-amiral a exprimé sa gratitude et ses remerciements les plus sincères envers le peuple camerounais. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations de coopération qu'entretiennent la Chine et le Cameroun en matière de sécurité et de la santé qui se consolident au fil du temps. Nous avons eu le privilège de le visiter. Le plateau technique est extraordinaire, c'est-à-dire que vous allez dans le bloc opératoire, vous allez même avoir des opérations télécommandées par robot. C'est le nec plus ultra de la technologie médicale. Et puis le bateau a aussi une grande envergure par rapport au bateau que nous avons visité. Je pense que c'est de très bon augure. Après ces allocutions, le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Iva Adiboua, et sa suite sont montés à bord du Chinese Navy Hospital Ship Peace Ark, qui signifie l'Arche de la Paix, est un navire hôpital de type 920 de la marine de la République populaire de Chine. Il a été mis à l'eau en 2007 avec l'intention de donner à la Chine le moyen d'intervenir de manière plus rapide et plus efficace en cas de crise humanitaire à travers le monde. La Chinese Navy Hospital Ship Peace Ark arrive au Cameroun à l'aube du sommet sino-africain 2024 qui a été marqué par la participation remarquable du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya. Pendant 7 jours, avec une cadence de près de 600 patients par jour, soit un volume envisageable de 4200 patients pour l'ensemble de la durée de sa mission au Cameroun. Les prestations médicales seront entièrement gratuites. Ce sont principalement les interventions chirurgicales, les maladies infectieuses et chroniques, la pédiatrie, les soins dentaires et bucco-dentaires, l'ophtalmologie, l'orthopédie et la gynécologie obstétrique. Les patients qui profiteront de cette opportunité de santé sont recensés dans diverses institutions de santé de la ville de Douala, telles que l'hôpital militaire de la région numéro 2, l'hôpital général, l'hôpital Akintini, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa. Tout de suite, la Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, la coordination du grand parti, le RHDP, soutenu par le ministre Wagondo Diomandé, avec un don de 30 millions de francs CFA. Ceci afin de renforcer les bases du RHDP, ce grand parti politique en Côte d'Ivoire, dans le Tankepi. Reportage Ousmane Koulibaly, l'évité d'Yvonon, Marcel Bassolé. Le général Wagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a réaffirmé son engagement pour le renforcement des bases du RHDP dans la région du Torpi, dans un geste empreint de générosité. Il a procédé à l'esplanade de l'hôtel communal de Man, à une remise de dons d'un montant total de plus de 30 millions de francs CFA, en matériel roulant, dont 18 motos, 18 smartphones, 18 cartons de rames de papier et des fonds numéraires aux 18 secrétariats départementaux du RHDP dans la région du Torpi. Ceci dans l'objectif de faciliter l'opération d'enrôlement des militants du RHDP via la plateforme e-militant. Outre ces équipements, plus de 1700 kits scolaires ont été remis aux familles afin de soutenir ces dernières dans les préparatifs pour la rentrée scolaire 2024-2025. Nous sommes là pour le RHDP. Nous sommes là pour son Excellence, Monsieur le Président du RHDP, Président de la République, qui nous donne des indications, qui est notre inspiration au quotidien et qui préside, comme vous en convenez, aux destinées de ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Une des rares au cours desquelles j'accepte de prendre la parole. Pour féliciter le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence, notre cher frère Mabri Touakis, pour sa désignation en tant que coordinateur principal du RHDP au niveau du Torpi. Et justement, cette fierté-là nous amène à être à ses côtés. Être à côté de Mabri, c'est être à côté de chacun d'entre nous. Parce que c'est lui qui tient le flambeau du RHDP dans la région. Nous devons l'accompagner. Les secrétariats départementaux du RHDP de la région du Torpi ont exprimé leur reconnaissance envers le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé. Et avec donc l'appui important en matériel et en moyens financiers que le ministre Wagondo vient d'octroyer à chaque département politique, nous pensons que nous allons rapidement déployer nos différents délégués sur le terrain pour renforcer davantage donc, l'efficacité de notre action. Je suis très heureuse, je dis merci et nous allons continuer le travail sur le terrain pour manifestement démontrer le un coup KO
pour les élections présidentielles de 2025. Nous sommes très heureux et nous voudrions remercier le donateur, monsieur le ministre général Diomandé Vagondo, pour ce geste qui va nous aider à travailler sur le terrain et atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Je voudrais exprimer toute la joie qui est la nôtre. Nous, les secrétaires départementaux de la région du Tonkpi, membres de la coordination régionale RHDP du Tonkpi, dire merci à M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui, ayant pris la mesure des enjeux, n'est-ce pas, qui ne sont autres que la réélection du président Alassane Ouattara en 2025, et lui-même en tant que fils du président Alassane Ouattara. Le ministre Albert Touakus Mabri, par ailleurs coordonnateur principal du RHDP dans la région du Tonkpi, a quant à lui exprimé sa gratitude et a mis en évidence la solidarité de la coopération entre les différents cadres de la région. Lui dit merci, merci pour cette générosité qui n'a pas commencé maintenant, merci de toujours nous accompagner. Et je voudrais inviter donc tous les coordonnateurs adjoints, les SD, les CGL, les élus, tous les responsables du parti ici, à donner du sien dans cette opération et dans la dernière phase de préparation de la RLE pour que nous puissions atteindre nos objectifs qui sont d'environ 90 000 primo-votants au niveau donc de la région du Tonkpi. Ces dons du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, traduisent l'engagement du RHDP à accélérer la mobilisation des militants et sympathisants de la région du Tonkpi à quelques mois des élections présidentielles de 2025. Il est important comme ça d'offrir l'éducation à nos jeunes générations. Il est important comme ça de permettre à l'Afrique de se développer. Et rien d'autre que l'instruction le permettra. Nous allons repartir sur le Cameroun où s'est déroulé quelque chose de fantastique et qui fait plaisir, qui prépare les générations nouvelles des Africains à affronter les combats à venir. L'excellence scolaire, un vœu cher à la communauté Bonatongo, de vrais autochtones de la ville de Douala, qui comptent dans leur famille le premier pasteur évangélique du Cameroun, qui aura bâti la première église baptiste camerounaise, Bethel. Et ce premier pasteur évangélique n'est autre que Yoshua Dibundu, qui a eu 2 fils, eux aussi devenus pasteurs, dont l'aîné, le pasteur Tongo Dibundu, et le cadet, pasteur Mons Dibundu. L'équipe de CNN Cameroun, conduite par Stéphane Egou, Raoul Sonkwe, Séverin Tchatchoua, Johari Chouarigozo et Eric Bikek. Encourager l'excellence scolaire est une belle tradition chez le peuple douala, et plus particulièrement au sein de la grande famille des Bonatongo. La 6e édition de cette vieille tradition, placée sous le haut parrainage de l'ambassadeur Jacques Kouo Moukouri, s'est ouverte le 6 octobre 2024 à l'Union des Églises Baptistes du Cameroun avec une messe d'action de grâce pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de tous les fils et filles Bonatongo et pour la réussite aux différents examens scolaires de leurs enfants. Après la Sainte Seine, c'est à travers des chants de joie et marchant en procession que tous se sont rendus à la salle des fêtes d'Aqua à Douala pour donner de la voix à la 6e édition de l'excellence scolaire Bonatongo. Un autre temps fort de cette cérémonie a été marqué par la remise des récompenses aux différents lauréats. Cérémonie ponctuée par plusieurs allocutions, notamment celle de maître Frédéric Tongobia, commissaire général du comité d'organisation et par ailleurs éminent avocat au barreau du Cameroun. C'est le lieu de rappeler que la force de Bonatongo repose sur 3 fondements. Dieu, l'amour qui n'est pas un vain mot ici, et l'esprit de famille. Donc c'est en me fondant sur tout cet élément et sur ce que je viens de dire que je déclare ouverte la 6e édition de la fête des Bonatongo, dont le parrain est l'un des meilleurs d'entre nous, l'un des meilleurs de toute l'histoire de ce pays, continent, planète que l'on nomme Cameroun.
Il s'agit de l'ambassadeur Jacques Ouangoury. Une autre articulation de cette cérémonie est la passation du témoin d'excellence entre le leader de l'édition 2023 et celui de l'année 2024. Ils sont 26 au total, ayant réussi au CEP, au BEPC, au probatoire, au baccalauréat, en licence, en master 1 et 2. Ils ont reçu des mains des membres de la grande famille Bonatongo des récompenses constituées de plusieurs lots, notamment des fournitures scolaires, des diplômes d'excellence, des enveloppes comprenant quelques billets de francs CFA, ainsi que des documents pour apprendre à mieux parler la langue douala. Pour Maître Frédéric Tongo, c'est une véritable fierté de pouvoir accompagner l'excellence scolaire afin de pouvoir amener les jeunes à devenir des leaders de demain. Il y a 2 ans, nous avions 25 enfants, mais l'année dernière on en avait 34 et cette année on en a 26. Donc ça ne diminue pas, ça joue le temps et les circonstances. Donc moi j'estime que avoir 26 lauréats, et encore vous ne savez pas qu'on en refuse, parce qu'en réalité nous avons plus que ça comme candidat à l'excellence. Nous avons des enfants qui ont passé les diplômes, mais dont les parents ne sont pas membres actifs de la famille. Nous avons une famille vivante qui n'est pas seulement une famille de sang. Nous avons une famille qui pratique la solidarité de manière active au quotidien. Donc si tu ne le fais pas, on considère que tu n'es pas dans la famille. Voilà ce que nous voulons dire. En fait, c'est une forme d'excommunication et je suis sûr que personne, et d'ailleurs on le voit, ceux qui sont à l'écart sont malheureux. L'excellence Bonatongo, une 6e édition qui a rendu les récipiendaires bien heureux. Déjà, je suis très honoré d'avoir reçu le flambeau des représentants des Bonatongo Excellence 2024. Pour moi, normalement, c'est un challenge de pouvoir non seulement prouver, c'est un challenge de pouvoir déjà accompagner mes cadets qui viennent en arrière derrière moi afin que je puisse déjà leur montrer le chemin, afin que je puisse également, d'une part, leur montrer que les efforts qu'on fournit dans la vie sont très importants. Il faut toujours travailler à l'école et que c'est ça en fait qui forge la réussite dans la vie. Une 6e édition tant appréciée par les fils et filles Bonatongo. De voir que de génération en génération, l'excellence, le travail, l'amour pour le pays est véhiculé, ça nous fait très plaisir. Après la remise des parchemins, un dîner de circonstance a été offert par la grande famille Bonatongo pour célébrer avec faste la réussite de leurs enfants qui n'ont pas manqué à leur tour de leur offrir un magnifique spectacle digne de la tradition Sawa. Si l'excellence Bonatongo 6e édition s'est achevée sur une note de joie et de satisfaction, l'édition 2025 est déjà sur les starting blocks. Vivement l'année prochaine. Ça fait plaisir comme ça de voir des jeunes Africains dans ce coin d'Afrique qui n'est autre que le Cameroun mettre un accent particulier sur l'instruction. Et ça fait plaisir de voir aussi comme ça toute la communauté encourager les leurs. Puisque nous parlons d'éducation, c'est l'instant du clin d'œil à notre partenaire officiel dont les inscriptions doivent déjà se faire et s'accélérer parce que bientôt la rentrée universitaire. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2024-2025.
Voilà, tous les parents africains, n'hésitez pas à inscrire vos enfants dans cette université d'excellence du côté du Gabon. Je vous retrouve juste après la réclame. Les deux pays qui ont été choisis pour cette émission ne sont que le Sénégal et le Mozambique. Vous verrez les atouts économiques, touristiques et tout autre comme c'est de tradition dans ce programme. Nous commençons d'abord par le Sénégal. Reportage Constant Ika, Marcel Bassolé. Le Sénégal est un État d'Afrique de l'Ouest bordé à l'ouest par l'océan Atlantique. Ce pays est connu pour ses paysages divers et variés, abritant des animaux endémiques comme le parc national des oiseaux de Djoud. Le Sénégal possède la 4e économie de la sous-région ouest-africaine après le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Compte tenu de sa situation géographique et de sa stabilité politique, le Sénégal fait partie des pays africains les plus industrialisés avec la présence de multinationales qui sont majoritairement d'origine française et dans une moindre mesure américaine. La main-d'œuvre du pays se divise comme ceci. 55% sont consacrés aux services, 14% aux industries et 32% consacrés à l'agriculture. L'économie sénégalaise est principalement tournée vers la Chine, l'Europe, l'Inde. La France est le deuxième partenaire commercial après la Chine. Avec quelques 270 entreprises qui opèrent dans tous les secteurs au Sénégal et fournissent 31 000 emplois. Comparé aux autres pays du continent africain, le Sénégal est aussi très riche en ressources naturelles, à savoir l'or, le gaz, le pétrole, le phosphate et le zircon. Mais ses principales recettes aujourd'hui proviennent de la pêche, du tourisme et des services. La pêche constitue la principale source de devises au Sénégal. Depuis la réduction de la taxe de douane, cela a dopé l'exportation au détriment de l'écosystème des fonds marins. Le tourisme est développé essentiellement sur le littoral, avec de grands complexes hôteliers internationaux et des hôtels locaux de grande qualité. Le Sénégal est membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA. Les difficultés économiques dues au poids de la dette ont entraîné un renforcement du syndicalisme. Le syndicalisme au Sénégal a été, dans ses débuts, une force d'opposition au colonialisme, mais à présent, ce sont diverses factions politiques qui soutiennent les organismes syndicaux. Ces syndicats ont la capacité d'organiser une grève dans 2 États voisins ou de participer à des réunions sur le NEPAD. Le poids de la dette extérieure de ce pays pauvre et très endetté, en sigle PPTE, et le secteur agricole qui emploie à peu près 70% de la population sénégalaise, laisse peu de marge pour un décollage économique. De plus, l'agriculture sénégalaise est très sensible aux aléas climatiques et aux invasions acridiennes. Le 24 octobre 2022, le Sénégal intègre comme pays observateur le Forum des pays exportateurs de gaz, en sigle GECF. En 2023, le Sénégal est classé en 93e position pour l'indice mondial de l'innovation. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, en sigle OFNAC, créé en décembre 2012 pour lutter contre d'éventuelles tentatives de corruption, est composé de 11 personnes nommées par le président de la République. Le produit intérieur brut du Sénégal, en sigle PIB, est de 27,68 milliards en 2022, alors que le produit intérieur brut par habitant se situe à 1598,27 milliards en 2022. Parlons de l'agriculture et sa main-d'œuvre depuis 2011, elle se situe à 15,9%, dans l'industrie à 21,7% et dans les services à 62,3%. Le taux de chômage urbain se situe à 25,6% depuis 2010 et à 40% de jeunes citadins, c'est-à-dire en milieu urbain. La dette extérieure du Sénégal se situe à 4,7%. L'indice de développement humain, par contre, lui, se situe à 0,511% et classe le Sénégal à la 170e place, ensuite à la 191e place. La population sous le seuil de pauvreté se situe à 36%. Le Sénégal est communément appelé le pays de la Teranga. Le terme Teranga désigne des valeurs d'hospitalité, de solidarité et de partage. Nous pouvons affirmer que le peuple sénégalais évolue globalement en société. Il est très collectiviste. De plus, il existe de nombreux groupes ethniques au Sénégal, tels que les Soninké, les Mandingues, les Lebou, les Peuls, les Diola, les tout-couleurs, etc. En parallèle aux ethnies, on y trouve les castes. Les ethnies et les castes ne sont pas liées. Les ethnies représentent les gros groupements culturels. Le système des castes, lui, représente les hiérarchisations sociales. Cette hiérarchisation sociale prend des bases sur le métier exercé par les ancêtres des années en arrière. Dans le système des castes, on retrouve les nobles appelés guerres, qui englobent les agriculteurs et les éleveurs.
Les griots, appelés les goals, dont le rôle est de chanter les louanges des nobles. Les artisans, appelés jaflak, qui présentent différentes catégories, dont les thugs, qui sont les forgerons, et les yud, qui désignent les cordonniers. Les laobés, qui sont les bébénistes, et enfin les mabos, qui sont des tisserands. Auparavant, c'est le nom de famille qui permettait d'identifier l'appartenance à une caste. De plus, le système de caste était très visible. Ce n'est le cas que dans certaines parties du Sénégal de nos jours, à cause du brassage culturel. Cependant, il n'en demeure pas moins présent dans la société sénégalaise. Le système créait des divergences sur plusieurs plans, comme pour les mariages. Il est très difficile, voire impossible pour deux personnes de castes différentes de se marier. De plus, le Sénégal n'a jamais eu de président étant d'une autre caste que la caste des nobles. Il existe une grande diversité linguistique à travers les langues au Sénégal. La Constitution de 2001 a reconnu au français le statut de langue officielle et à 6 langues celui de langue nationale. Le Wolof, langue parlée par le plus grand nombre de personnes même appartenant à d'autres ethnies. Le Sérère, le Peul, aussi appelé Fufulde ou Poulard, le Manding, le Soninké et le Diola. 5 autres langues vernaculaires ont été promues peu après. Le Yassania, le Balanté, le Mankagnan, le Noum et le Mandjake, suivi de 3 autres langues, à savoir le Minik, le Nyan et le Safi-Safi. Au total, 22 langues bénéficient du statut de langue nationale au Sénégal. Le système éducatif du Sénégal est l'un des plus avancés sur le continent. Le Sénégal peut se targuer d'avoir un enseignement de qualité avec des équivalences de diplômes des universités étrangères les plus prestigieuses tant en France qu'aux États-Unis. La population étant très jeune, la demande en formation est très forte, sans compter la jeunesse des autres pays africains plus pauvres qui tentent de terminer ses études à Dakar. Le Sénégal est membre de l'Organisation de la francophonie, qui fut un temps dirigée par son ancien président Abdou Diouf et est devenu un pays observateur au sein de la communauté des pays de langue portugaise, en sigle CPLP. Le Sénégal envisage de devenir membre à part entière du CPLP, alors que le portugais n'est parlé que par une très faible part de la population. Le Sénégal a pour capitale Dakar. Son président n'est autre que Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Son premier ministre, Ousmane Sonko. Langue officielle parlée au Sénégal, le français. La population estimée à 17,32 millions d'habitants depuis les statistiques de 2022 de la Banque mondiale. La devise du Sénégal, un peuple, un but, une foi. Voilà qui permet de mieux connaître le Sénégal. Du Sénégal, un saut pour le Cameroun. Au Cameroun, on parle de la 6e session ordinaire du comité des ministres de l'agence de supervision aérienne en Afrique centrale. Voilà qui donne aussi à réfléchir avec ce déficit de compagnies aériennes sur le continent africain. Heureusement que la Côte d'Ivoire a cette compagnie Air Côte d'Ivoire qui fait énormément plaisir pour les déplacements de certains Africains qui nous évitent de faire des gymnastiques appelées pratiquement des gymkhana pour se rendre dans nos différents pays. Cette 6e session qui s'est déroulée au Cameroun et qui a regroupé comme ça les ministres du transport de certains pays de la CEMAC, je crois, CNN Cameroun nous en fait un écho sur la direction de Stéphane Négou. Le vendredi 4 octobre 2024, la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, a été le théâtre d'un événement d'envergure pour l'aviation civile en Afrique centrale. En effet, la 6e session ordinaire du comité des ministres de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale a été présidée par M. Gontran Jomo Ahaba, ministre des Transports de la République centrafricaine et président en exercice de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale. Cérémonie qui a rassemblé les ministres, des représentants de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale et des acteurs majeurs du secteur de l'aviation. M. Jean-Ernest Massenangale BBM, ministre camerounais des Transports, a activement pris part à cette rencontre, réaffirmant l'engagement du Cameroun à promouvoir une aviation civile sûre et compétitive. Cette étape importante de la coopération sous-régionale où la ville de Douala a été honorée d'accueillir des experts et décideurs pour échanger sur des questions de sécurité et de développement de l'aviation. Monsieur le ministre président, la ville de Douala est très honorée du dévolu que vous avez bien voulu jeter sur elle pour abriter les assises de cette 6e session ordinaire
du comité des ministres de l'agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale. L'un des enjeux majeurs de cette session portait sur l'amélioration de la sécurité aérienne à travers la mise en œuvre des normes internationales édictées par l'Organisation de l'aviation civile. Les discussions de cette session mettront l'accent sur l'importance pour les pays de la zone CEMAC d'atteindre un taux de compétitivité d'au moins 80% aux recommandations de l'Organisation de l'aviation civile dans les années à venir, pour atteindre l'objectif souhaité qui est de garantir une intégration régionale efficace en Afrique centrale. Le Premier ministre, chef du gouvernement, sous le haut patronat du chef de l'État, a inauguré l'année passée l'école de formation de la Cameroun Civil Aviation Authority. C'est donc une école qui a des infrastructures importantes, des infrastructures modernes et qui est agréée par l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'intégration régionale dans le domaine de l'aviation civile est essentielle pour surmonter les défis d'infrastructure et de faciliter la mobilité en Afrique centrale. Oui, il y a des avancées parce que lors de la dernière session, nous avons adopté des règlements communautaires. Donc aujourd'hui, nous sommes à la phase transitionnelle. Je pense que d'ici 2025, tous les États membres de la CEMAC vont passer à l'application du règlement communautaire. Le défi majeur actuel pour nos États, c'est d'atteindre les objectifs de ce plan mondial de sécurité. Grâce à la coordination des États membres, notamment de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale, l'Afrique centrale se positionne comme un acteur clé dans le transport aérien en général. La 6e session ordinaire du comité des ministres de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale à Douala a consolidé les bases pour un avenir aéronautique prospère en Afrique centrale où la sécurité, la coopération et la modernisation sont les maîtres mots. Du Cameroun, nous allons tout de suite en France et là-bas, nous allons parler de la francophonie. La 19e édition du sommet de la francophonie, consacrée aux chefs d'État et gouvernement, s'est tenue en France. Reportage Gérard Richard Gozo, Sylvie de Boisfleury depuis Paris, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie s'est achevé ce samedi. Le président de la République du Tchad, chef de l'État, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, a été représenté par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, de la coopération internationale et des Tchadiens de l'étranger, M. Abderrahmane Koulamala, lors des travaux qui ont eu lieu au Grand Palais de Paris. Dans 6 résolutions sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone, la séance du huis clos des dirigeants des pays membres a salué le retour à l'ordre constitutionnel au Tchad, tout en réitérant sa disponibilité à poursuivre son appui en faveur de la consolidation de la paix et de la démocratie. Après Villiers-Cotterêts hier, Paris a pris le relais pour la seconde journée des travaux du 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Au cours de la séquence plus axée sur les thématiques du sommet, les délégations des pays membres ont notamment examiné le rapport de la 45e session de la conférence ministérielle et celui des activités de la secrétaire générale de la francophonie. Une communication de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur le thème du sommet a été faite. La séance plénière à laquelle le président de la République du Tchad, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, a été représenté par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et des Tchadiens de l'étranger, M. Abderrahmane Koulamala, a été également marqué par les tables rondes thématiques avec pour la première fois la participation de jeunes créateurs, innovateurs et entrepreneurs de la société civile autour du thème « Créer, innover et entreprendre en français ». Les conversations dans les couloirs ont été intenses. Elles ont continué toute la journée avant le huis clos des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de plein droit. Session qui a permis d'examiner diverses situations internationales de crise avec un fort besoin de réaffirmation de la place de la francophonie sur la scène internationale. La plus haute instance de l'OIF a ainsi pris des résolutions sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone, réaffirmant l'attachement de l'organisation aux valeurs de paix et de solidarité, aux droits et libertés fondamentaux, ainsi qu'aux principes universels du droit international. Elle a déploré les désastreuses répercussions des conflits sur de nombreux États et gouvernements membres. Les dirigeants ont réaffirmé également leur détermination à prévenir les situations de crise et de conflit et à contribuer à leur règlement pacifique ainsi que de préserver la paix, la démocratie et le respect des droits humains, favoriser le développement durable des États et garantir le bien-être des populations.
La situation de plusieurs États membres passés au crible au cours de cette session a amené les dirigeants à se prononcer sur la bonne conduite du processus politique au Tchad. Prenant bonne note de l'adoption d'une nouvelle constitution en décembre 2023, suivie de la tenue de l'élection présidentielle du 6 mai dernier et saluant la décision de tenir les élections législatives, provinciales et communales en décembre prochain comme dernière étape du processus de transition sous la conduite éclairée du président de la République du Tchad, chef de l'État, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. L'action de la secrétaire générale dans l'accompagnement du processus de transition au Tchad a été exaltée. Mieux, l'OIF a réitéré sa disponibilité à poursuivre son appui en faveur de la consolidation de la paix et de la démocratie. Membre important qui milite pour garder son territoire stable dans une région qui connaît des bouleversements atteignant une certaine gravité, le Tchad est félicité pour ses efforts en faveur de la résolution de la crise au Soudan ainsi que son rôle humanitaire majeur dans l'accueil et la protection des réfugiés. Le 19e sommet de la francophonie se referme ainsi sur une note d'espoir et promet d'être un moment charnier pour l'organisation, laissant entrevoir un avenir prometteur où la francophonie, forte de sa diversité, s'affirme comme une actrice incontournable des défis globaux. Après ce sommet de la francophonie en France, nous allons quitter Paris pour Brazzaville. Brazzaville, au Congo, le pays dirigé par son Excellence Denis Sassou Nguesso. Et au Congo, nous parlons du colloque APEC sur le financement de la filière agricole. Reportage Séverin Tchatchoa, Johari Chagozo, Raoul Sonkwe, Éric Bikek, Marcel Bassolé. Après avoir examiné pendant 2 jours différentes thématiques avec des experts sur la problématique du financement agricole, le rôle des fonds de garantie en Afrique, la protection des consommateurs en matière de services financiers et les problématiques rencontrées par les banques pour recouvrir les créances. Lors de ce 2e colloque, l'Association des établissements de crédit, également connue sous le nom de l'APEC, a annoncé son engagement à soutenir financièrement les groupements agricoles. Nous sommes tombés d'accord sur un certain nombre de choses, en particulier qu'il était nécessaire pour les promoteurs agricoles de s'organiser en, je dirais, groupement pour se diriger vers les banques s'ils ont besoin de financement. Un promoteur agricole seul peut très difficilement monter un dossier de crédit qui soit bancable. Et donc, nous considérons, que ce soit nous ou même le gouvernement à travers le ministre, qu'il est nécessaire de constituer ces groupements agricoles qui permettent une meilleure structuration et une meilleure visibilité pour rassurer les banques quant à la décision de les accompagner. Les partenaires de l'APEC, comme le FIGA, ont également manifesté leur volonté de fournir un soutien multiforme pour favoriser le développement de l'agriculture en République du Congo. Notre rôle, c'est d'apporter des garanties pour limiter les risques de financement auprès des petites et moyennes entreprises et des artisans. Pour nous, c'était déjà présenter la solution et ensuite écouter aussi les positions de nos amis des banques. Nous sommes, entre guillemets, un peu une partie de la solution de cette problématique. Actuellement, l'APEC, qui prévoit tenir la 2e édition de ce colloque en 2025, est constituée de 9 banques qui collaborent pour rendre l'économie bancaire stable et prospère au Congo. Direction le Bénin dans ce petit tour d'Afrique où nous présentons l'information vraie. Au Bénin, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest présidé par son Excellence Patrice Talon. Le président de la République béninoise, son Excellence M. Patrice Talon, a accordé une audience au directeur général de l'OMC. Reportage Gérard Richard, Séverin Tchatchoa, Raoul Sonkwe, Marcel Bassolé. En marge de l'organisation à Cotonou de la Journée mondiale du coton, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce a été reçue en audience le lundi 7 octobre 2024 au Palais de la Marina par le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon. Une occasion pour Madame Gozi Okonjo-Iweala d'aller exprimer de vive voix au chef de l'État béninois sa gratitude pour une organisation réussie de la célébration de cette journée qui est une première en Afrique. Je dois saluer Monsieur le Président Talon, Madame le ministre du Commerce et de l'Industrie et toute l'équipe béninoise
pour le bon travail qui est fait pour soutenir le secteur cotonnier au Bénin. Nous faisons partie d'un partenariat pour le coton pour soutenir le pays de C4, les pays de Tchad, Burkina Faso, Mali, Bénin et plus Côte d'Ivoire qui travaillent à valoriser le coton. Et ce que nous voulons, c'est de transformer le coton ici sur place pour créer plus d'emplois pour les jeunes et d'avoir accès au marché africain et à l'extérieur. C'est extraordinaire d'avoir le choix de Bénin, c'est parce que l'économie marche au Bénin. On apprécie le travail qui est fait sur le coton au Bénin. Donc Bénin est en avance. C'est pourquoi on a choisi le pays Bénin pour la première célébration en Afrique. La production cotonnière au Bénin a atteint près de 700 000 tonnes pour la dernière campagne. Il prend ainsi la première place dans le classement des meilleurs producteurs du coton dans la sous-région, devant le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo. Il inscrit ainsi en lettres d'or son nom dans les annales de cette filière en Afrique. Nous restons toujours en Afrique de l'Ouest, nous quittons le Bénin pour le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. La mise en service officielle de la Banque postale du Burkina Faso est effective. Ceci afin de jouer un rôle essentiel dans le financement de l'économie nationale. Reportage Raoul Sonko, Séverin Tchatchoua, Gérard Richard Gozo, Marcel Bassolé. La Banque postale du Burkina Faso est un outil financier qui vise à jouer un rôle essentiel dans le financement de l'économie nationale, mais également et principalement dans le domaine de l'inclusion financière. Elle occupe la 16e place dans le paysage des banques au Burkina Faso, avec un capital social de 15 milliards de francs CFA. Cette banque commerciale est une filiale de la Poste du Burkina Faso, qui en est l'actionnaire principal. La Banque postale se veut être un vecteur de changement, un outil d'inclusion financière pour chaque citoyen de ce pays, qu'il soit en milieu urbain ou rural. En proposant des services bancaires accessibles, modernes et adaptés aux réalités économiques de nos concitoyens, nous ouvrons la voie à une bancarisation de masse et contribuons à l'automatisation économique des Burkinabés. Notre ambition est claire: faciliter l'accès aux services bancaires pour les plus vulnérables, appuyer les PME et jouer un rôle moteur dans le développement de notre économie nationale. Avec la numérisation de nos services et la modernisation de nos infrastructures, nous visons à rendre les transactions plus simples, plus rapides et plus sécurisées pour tous. La création de cette banque postale reflète la volonté du gouvernement de faciliter l'accès aux services bancaires pour les couches vulnérables. Cette vision de l'autorité du Burkina Faso se constitue grâce au leadership du président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui procède lui-même à l'ouverture de la porte de la postale du Burkina Faso à la clientèle. Que cette institution soit une banque pour tous, des ménages, des très petites, des moyennes et des grandes entreprises, des grands groupes, mais aussi des éleveurs, des agriculteurs, des jeunes entrepreneurs et des commerçants. Je vous invite à diversifier vos services, notamment à l'égard de la diaspora, à poursuivre la digitalisation pour répondre aux besoins de mobilité de vos clients et à rendre les services bancaires plus accessibles, tant physiquement que financièrement. La Banque postale du Burkina Faso, définie comme une banque de proximité, est accessible à tous. Elle dispose de 2 agences à Ouagadougou, mais ses responsables travaillent en se basant sur le réseau existant de la Poste au Burkina Faso. Les principaux actionnaires de la Banque postale du Burkina Faso sont entre autres la Poste du Burkina Faso, la Chambre de commerce de l'industrie du Burkina Faso, la Loterie nationale du Burkina Faso, le Fonds de développement économique et social du Burkina Faso, la Caisse nationale de sécurité sociale, la Caisse autonome des retraites des fonctionnaires et la Sonarvie. Après le Burkina Faso, nous traversons à pied la frontière et nous arrivons en Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara, où des choses se passent pour le bonheur des populations ivoiriennes et aussi des étrangers qui affluent et qui vivent dans ce pays de paix.
En Côte d'Ivoire, 12 véhicules offerts par le gouvernement à l'ONESI. Conduite par Ousmane Coulibaly, Lévi Teddy Vonan, Marcel Bassolé, un reportage sur ce don de véhicules. En adoptant la stratégie nationale de l'état civil, l'Office national de l'état civil et de l'identification travaille à mettre en œuvre la politique du gouvernement en couvrant l'ensemble du territoire national. De cette manière, il souhaite offrir aux citoyens les services nécessaires pour l'enrôlement, la fabrication et la distribution des cartes nationales d'identité. Pour parvenir à cet objectif, il est nécessaire que les équipes explorent toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Le Conseil national de sécurité a bien compris cette situation et vient de respecter sa promesse en octroyant 12 véhicules tout-terrain à l'Office national de l'état civil et de l'identification. La question des moyens de mobilité se posait avec acuité parce que le parc automobile de l'ONESI a une moyenne d'âge de 6 ans, ce qui ne permettait pas d'être plus efficace sur le terrain. C'est donc avec joie que nous saluons la cérémonie de ce jour de remise de 12 véhicules tout-terrain et surtout faire en sorte que l'obtention d'un acte de naissance légal et sécurisé en Côte d'Ivoire ne soit plus un problème avec la mise en place du registre national des personnes physiques. En exprimant sa reconnaissance envers le gouvernement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a souhaité que ces véhicules soient bien utilisés. Il s'agit de renforcer l'engagement des acteurs locaux pour assurer le succès de l'ensemble des projets et de poursuivre le déploiement du logiciel d'état civil à l'ensemble des centres d'état civil. Il s'agit de déployer le logiciel CityWeb dans toutes les sous-préfectures et les mairies, à l'occasion de la remise officielle de ces véhicules à l'ONESI. Je voudrais traduire toute mon admiration et ma reconnaissance infinie à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour sa vision éclairée, celle de rendre notre état civil performant et fiable. L'Office national de l'état civil et de l'identification a ouvert 10 délégations régionales et ces véhicules arrivent à point nommé. Un des derniers empereurs, c'est le petit sobriquet de ses collègues, chefs d'État. Le président Denis Sassou Nguesso du Congo est une personnalité politique qui plaît énormément à ses concitoyens. Et dans son pays, de nombreuses évolutions pour le bonheur des Congolais se font. Dans ce pays, le Congo-Brazzaville, le Conseil des ministres du 7 octobre 2024, présidé par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, ont vu de nombreux projets allant des exercices 2023 au financement 2025 et des comptes publics et portefeuilles de l'État revus, corrigés et amendés. Reportage Raoul Sankoué, Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Le lundi 7 octobre 2024, un conseil de ministres s'est tenu sous la présidence de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et chef de l'État. À l'ordre du jour de cette session gouvernementale, il y aura le projet de loi portant loi de règlement pour l'exercice 2023, ainsi que le projet de loi portant loi des finances pour 2025. Les deux dossiers sont présentés par le ministre du Budget, des Comptes publics et du portefeuille de l'État. Le premier dossier concerne le bilan de l'exécution du budget de l'État pour l'exercice 2023, tandis que le deuxième propose une projection du projet du budget de l'État pour l'exercice 2025, en prenant en compte les défis qui se présentent en République du Congo. Le Congo doit relever de nombreux défis, tels que la réhabilitation de l'équilibre financier, le paiement régulier des salaires, des pensions et autres dépenses de l'État, ainsi que la fourniture régulière de l'eau et de l'électricité. Au titre du ministre du Commerce, des approvisionnements et de la consommation, a statué sur le projet du décret numéro 2022/370 du 29 juin 2022 portant approbation du plan de résilience sur la crise alimentaire 2022-2023. En effet, le gouvernement avait adopté ce plan alors que l'environnement international avait été caractérisé par une hausse significative des prix des produits de première nécessité en raison de la Covid-19 et du conflit russo-ukrainien sur le plan international. Ce plan constitue alors un bouclier pour les agents économiques et les ménages. Après une période de 12 mois d'application, cette loi inclut des mesures administratives et fiscales. Au cours de ce conseil de ministres, le gouvernement pourrait mettre fin à ce plan. Un
Un conseil des ministres qui montre simplement le travail au quotidien de l'équipe gouvernementale. Et ce conseil des ministres présidé, comme vous l'avez vu, par son Excellence Denis Sassou Nguesso, nous amène tout de suite à vous présenter le deuxième pays retenu par toute l'équipe de rédaction de CNN pour comprendre les atouts et voir un tout petit peu comment l'Afrique est vraiment riche de par tous ces pays, à tous les niveaux, sur le plan touristique, économique et autres. Notre continent africain a besoin de cela et c'est aussi le vœu de ce programme, de cette émission, de vous présenter la vraie Afrique. Et nous allons vous présenter tout de suite le Mozambique. Reportage Constant Rica, Marcel Bassolé. Le Mozambique est un pays du sud de l'Afrique dont le littoral de l'océan Indien est parsemé de plages populaires comme celle de Tofo, ainsi que des parcs marins situés au large. Dans l'archipel des Kirimbas, s'étendant sur 250 km d'îles coralliennes, l'île d'Ibo, couverte de mangroves, abrite de ruines remontant à l'époque du colonialisme portugais. Au sud, l'archipel Bazaruto comprend des récifs qui protègent des espèces marines rares, notamment des dugongs. 70% de religion, dont le catholicisme constitue 26,2% de la population, l'islam, principalement sunnite, 18,3%, le sionisme chrétien, 15,1%, l'évangélisme pentecôtisme, 14,7%, l'anglicanisme, 1,6%, le judaïsme, hindouisme et bahaïsme, 4,7%, et aucune affiliation religieuse s'y situe à 19,4%. Indice de développement humain du PNUD depuis 2022 le situe à 183e place sur 193. Le Mozambique est confronté depuis 2017 au terrorisme islamique, groupe Al-Shabaab, ayant prêté allégeance à l'État islamique, ayant provoqué plus de 5000 morts et 1 million de déplacés internes. Le Mozambique a été contraint de faire appel en 2021 à l'aide bilatérale du Rwanda, un contingent de 2200 militaires et 800 policiers. Puis la force régionale Samim de 2000 hommes, dont le mandat a pris fin le 15 juillet 2024. Les opérations militaires qui sont menées depuis, essentiellement du fait des forces de défense rwandaises, ont produit des résultats positifs. Le groupe Al-Shabaab a en effet perdu sa capacité de contrôle territorial. Les djihadistes conservent toutefois une capacité de nuisance significative avec des exactions qui se sont étendues au sud du Cabo Delgado et dans le nord de la province de Nampula. Après une relative accalmie en 2023, la situation sécuritaire s'est dégradée de nouveau depuis décembre 2023, avec plusieurs attaques terroristes d'ampleur. Macomia le 10 mai 2024, pour ne citer que celui-là. L'Union européenne est un partenaire du Mozambique dans la réponse à la crise sécuritaire du Cabo Delgado. Ces soutiens connaissent une évolution importante avec d'une part la prolongation du soutien rwandais jusqu'en janvier 2028, le déploiement de 2000 soldats supplémentaires sur le terrain et l'envoi de moyens aériens offensifs, et d'autre part la transformation du budget 2024 de la mission de formation en sigle EUTM en une mission d'assistance militaire en sigle EUMAM pour un mandat de 2 ans. De surcroît, alors que la Samim s'est retirée du Cabo Delgado le 15 juillet 2024, les troupes sud-africaines et tanzaniennes resteront à titre bilatéral sur le terrain jusqu'à la fin de l'année. Le Mozambique est régulièrement classé parmi les pays les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique. En 2019, les cyclones Idai et Kenneth ont frappé la région de Beira et le Cabo Delgado. En 2020 et 2022, le pays a subi la tempête Eloise, à nouveau dans la région du Beira, et le cyclone Gombe en mars. Membre fondateur de la Communauté de développement d'Afrique australe, en sigle SADC, le Mozambique cherche à valoriser son positionnement géographique de débouché maritime des régions enclavées d'Afrique centrale. Le pays a présidé la SADC en 2020 et 2021. Les relations avec l'Afrique du Sud sont étroites. Premier partenaire économique du Mozambique, ces relations sont nourries par le voisinage, l'attraction économique et les relations historiques des partis frères anti-apartheid en sigle ANC et en sigle Frelimo. Le Mozambique est également partie prenante au mouvement des non-alignés depuis 1976. Le Mozambique cherche par ailleurs à diversifier ses partenariats. La Chine est un partenaire important, second partenaire commercial, premier créancier bilatéral du Mozambique avec 39% de l'encours ou 2,2 millions de dollars de dette, moins 21% de la dette totale.
Le Mozambique entretient également des relations denses avec la Russie, soutien russe pendant la lutte pour l'indépendance et pendant la guerre civile, et s'est toujours abstenu lors des votes onusiens sur l'agression russe en Ukraine. Le pays entretient également des relations étroites avec les États-Unis, montant élevé en sigle d'APD, projet gazier d'ExxonMobil dans le Cabo Delgado, l'Inde, priorité accordée au secteur de l'agriculture et la sécurité alimentaire, transfert des technologies dans les domaines de l'information et de la communication, énergie et l'eau. Quant au Rwanda, l'entretien régulier entre les deux pays, signature de plusieurs accords en 2023. Les investissements rwandais dans le nord du pays, en contrepartie de leurs interventions armées au Cabo Delgado et le Portugal, lien privilégié avec le Mozambique en raison de l'histoire commune. Deuxième créancier du Mozambique derrière la Chine, 20 000 Portugais vivent au Mozambique et les échanges politiques sont particulièrement fréquents. L'Union européenne, en sigle l'UE, est aussi un partenaire essentiel, notamment en matière d'aide au développement. Financé par le NDC, le programme indicatif pluriannuel, en sigle PIP, de l'Union européenne au Mozambique s'élève à 428 millions d'euros pour 2021-2024 et est structuré autour de 3 priorités. La croissance verte, 150 millions d'euros. La jeunesse, 163 millions d'euros et la gouvernance, 94 millions d'euros. 21 millions d'euros de mesures de soutien en faveur de la société civile et d'assistance technique sont également prévues. Au plan humanitaire, l'Union européenne a alloué 54,5 millions d'euros pour les opérations humanitaires au Mozambique en 2022 et 2023. Le produit intérieur brut par habitant, en sigle le PIB, a marqué un palier entre 500 et 550 $ américains par habitant jusqu'en 2022, pour connaître une progression notable en 2023 où il atteint 647 US $ par habitant. La croissance économique parvenant à absorber la forte natalité, plus de 2,9% par an en moyenne, 33,9 millions d'habitants en 2023 selon les Nations Unies. Après ce reportage sur le Mozambique, direction l'Allemagne. L'Allemagne où le Premier ministre chef du gouvernement ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, y a été pour représenter dignement le président de la République de Côte d'Ivoire. M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre de Côte d'Ivoire, représentant le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, au Forum de Hambourg en Allemagne. Le Premier ministre ivoirien a été reçu avec tous les honneurs dus à son rang de représentant du président Alassane Ouattara. Reportage Raoul Sankoué, Séverin Tchatchoua, Gérard Ichouagozo, Marcel Bassolé. À Hambourg, le chef du gouvernement ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, est accueilli par le chancelier allemand, M. Olaf Scholz, et le vice-président du Sénat de Hambourg, M. Peter Schenzer. La ville de Hambourg est actuellement le centre de réflexion sur le développement durable et le Premier ministre ivoirien représente le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, à cette conférence internationale. La conférence débute dans quelques instants et les délégations arrivent les unes après les autres. La Chambre de commerce de Hambourg affiche complet, au premier rang, le Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, et à ses côtés, la Première ministre de la Barbade, Mme Mia Mottley, et son Excellence Nangolo Mbumba, président de la République de Namibie, et le chancelier allemand, M. Olaf Scholz. Dès le début de cette conférence, il est demandé aux décideurs politiques internationaux et aux dirigeants mondiaux de discuter des questions les plus pressantes concernant la durabilité et de travailler sur des solutions évolutives. Les questions telles que la lutte contre la pauvreté, le conflit israélo-palestinien, le conflit russo-ukrainien et l'utilisation des énergies renouvelables ont été passées en revue par le chancelier allemand M. Olaf Scholz. De quelle façon les institutions financières multilatérales peuvent-elles contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable? Au cours du premier panel, la question du renouvellement de l'architecture financière internationale est abordée, un forum impliquant des panélistes de haut niveau. La problématique de développement a été posée sur la base suivante. D'ici 2050, il y aura plus de 10 milliards d'habitants sur notre planète. Dans les 10 milliards, 200 millions de jeunes seront à la recherche d'emploi, un minimum. Cela oblige à reconfigurer l'architecture du financement du développement en prenant en compte les nécessités, les exigences de développement des pays au sud de l'hémisphère. Par conséquent, l'intérêt
qui se présente à nous, c'est de savoir que, premièrement, il faut développer les infrastructures avec des maturations de crédit qui soient différentes de ce que nous connaissons actuellement. Deuxièmement, il faut tenir compte des changements climatiques qui peuvent bouleverser les prévisions. L'Afrique produit moins de 7% des gaz à effet de serre, par contre, subit plus de 60% des agressions climatiques. Par conséquent, il y a une équation à trouver entre cette réalité. Désormais, les financements doivent s'appuyer sur un mécanisme nouveau qui donne la possibilité à l'Afrique de promouvoir les infrastructures, de s'occuper de la jeunesse, des hommes, des femmes, de s'armer contre les changements climatiques qui pourraient bouleverser nos économies. Les mécanismes de financement doivent s'appuyer aussi sur le crédit vert. Et là, il y a toute une panoplie de mécanismes qu'il faut savoir déployer. Le FMI, la Banque mondiale, les pays comme l'Allemagne, les grands pays occidentaux sont prêts à accompagner tout le processus. Ça a été tout l'intérêt de la séance inaugurale et nous avons vraiment apprécié la bonne volonté du chancelier allemand qui est décidé à apporter la contribution de l'Allemagne à tous les processus nouveaux qui se dessinent dans une perspective d'accompagnement et de consolidation des acquis et des performances des pays comme la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays africains dont les économies sont solides. L'étape initiale de conférence achevée, les chefs d'État et de gouvernement posent pour la génération future l'agenda du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé, une participation à un panel qui aborde les différentes approches et moyens à prendre en compte pour mener l'Afrique vers la prospérité. Nous allons quitter l'Allemagne où le chef du gouvernement ivoirien, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, a dignement représenté la Côte d'Ivoire pour le Cameroun. Et au Cameroun, nous allons évoquer un sujet toujours qui concerne l'instruction. C'est une journée spéciale qui a été dédiée aux enseignants. Comme vous le savez tous, la journée mondiale des enseignants a une date. Celle-là a été célébrée à Douala avec la présence de nombreuses personnalités politiques, dont le gouverneur de la ville de Douala, M. Dieudonné Iva Diboa. Reportage Stéphane Négou, Charlotte Abdoulaye, Gérard Richard Gozo, Séverin Tchatchoua, Eric Bikek. La journée mondiale des enseignants est célébrée le 5 octobre de chaque année. C'est une occasion pour les seigneurs de la craie d'exprimer leur opinion et de poser leurs nombreux problèmes en ayant pour témoin la communauté nationale et internationale. La place de la Besseke à Douala, capitale économique du Cameroun, a été le théâtre d'une cérémonie riche en couleurs, présidée par le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Iva Adiboua, en présence de la vice-présidente du Sénat, Mme Armande Dinbel, du représentant du maire de la ville, du représentant du président du conseil régional, le préfet du Vouri, les délégués régionaux et départementaux de l'éducation de la région du littoral, ainsi que les forces vives de la région et toute la communauté éducative de la région du littoral. Cette célébration sera marquée par le chant de ralliement des enseignants. Placé sous le thème « Valoriser les droits des enseignants vers un nouveau contrat social », les enseignants n'ont pas hésité à exprimer leur opinion. Valoriser l'enseignant nécessite de reconnaître et d'écouter les voix, les hurlements et les pleurs des enseignants dans le cadre de l'amélioration de la qualité de notre système éducatif. Le lancement, il y a 3 jours, du concours de recrutement de 3000 instituteurs dans le cadre de la 6e phase du 4e programme de contractualisation en cours au Minédu. Face à cet effort consenti par l'État, l'enseignant devrait prendre conscience et se poser certaines questions. Nous ne saurons occulter les difficultés auxquelles sont astreints ces enseignants. Selon M. Samuel Dieudonné Iva Adiboua, le gouverneur de la région du littoral, les enseignants, malgré les difficultés, jouent un rôle crucial dans l'éducation nationale en tant que partenaire clé de l'État.
Des dispositions seront prises visant à améliorer leurs conditions de vie. Hier, nous avons promis le changement de paradigme et nous avons eu. Nous avons dit que les anciens ne doivent plus pleurer, ils ne doivent plus se complaindre, ils doivent s'orienter vers les incubateurs. Mais cette journée était également l'occasion pour les autorités de gratifier des médailles et des palmes académiques aux enseignants les plus méritants. Ce sont ensuite des enseignants des grands jours qui ont livré un défilé devant les autorités et parents administratifs. Quelques enseignants n'ont pas manqué de livrer leur impression au micro de CNN. Un sentiment de joie. C'est un sentiment de joie qui m'emporte avec cette distinction que je viens de recevoir. Ça parle beaucoup plus à nos chefs. Il faudrait qu'ils nous valorisent parce que le président, le gouverneur, le préfet est ce qu'il est parce qu'il est passé par nous. Il ne reste plus qu'à souhaiter une collaboration franche, sincère et permanente entre le gouvernement et les enseignants pour aboutir à un nouveau contrat social. Sa bonne exécution peut aboutir à une prise en charge optimale de l'apprenant par l'enseignant et permettre une éducation de qualité pour le triomphe du système éducatif camerounais. Après ce tour d'horizon, un tout petit peu tiré comme ça au volet de certains pays d'Afrique, mais en respectant l'information, puisqu'aujourd'hui, avec la prolifération mondiale de l'information, la vraie information, c'est dans notre programme et sur nos médias. Il est important aujourd'hui pour nous, comme ce se fait de coutume dans ce programme, de réserver un grand format à ce qui se fait de mieux dans certains pays. La Côte d'Ivoire retient notre grand format et c'est celui que nous allons vous proposer dans un instant. Dans ce grand format, nous allons nous focaliser sur la santé. Certains de nos chefs d'État, certains de nos gouvernants sont reprochés à l'extérieur, surtout en Occident, de ne pas mettre un axe sérieux sur la santé, sur nos hôpitaux, et de voir toujours comment nos politiques ou encore des personnes aisées d'Afrique sont toujours soignées à l'étranger et non dans leur pays respectifs. En Côte d'Ivoire, un accent est mis sur la santé. Vous verrez la vision politique gouvernementale sur le problème de la santé en Côte d'Ivoire. Les infrastructures, la vision d'un homme, du chef de l'État ivoirien, ainsi que de réalisations. Et tout cela avec des propos des Ivoiriens recueillis par l'équipe de CNN Côte d'Ivoire, grâce à la caméra d'Ousmane Koulibaly, assisté de Lévite Vonon, et à la post-production Marcel Bassolé. C'est l'heure de notre grand forum. Je peux dire merci au gouvernement d'avoir réhabilité ces hôpitaux pour les malades. Vraiment, c'est un soulagement pour les malades et la population, donc il mérite un remerciement. Je pense que c'est une très bonne initiative parce qu'après, on n'aura plus besoin d'aller à l'extérieur. Pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens, on pourra rester juste au pays, se soigner ici. Et puis aussi, il y a toutes ces personnes qui sont loin, on va dire dans les villages, dans les villes reculées, qui pourront avoir accès à la santé. Et je pense qu'en les réhabilitant, on aura aussi un rabais au niveau du coût de la santé. Donc, quelque part, c'est très bon. Mais il ne faut pas oublier aussi les hôpitaux qui sont là déjà depuis des années. Il faut les réhabiliter également et puis mettre à disposition ces nouveaux matériels-là pour que tout le monde puisse avoir accès à la santé. Et puis on dira que la santé a moins de coûts pour tous. Pour la construction déjà des hôpitaux à l'intérieur et le fait de réhabiliter ces hôpitaux avec de nouveaux matériels, c'est déjà un bon acte du gouvernement. Voilà, c'est un bon acte du gouvernement dans le sens où ça permet déjà aux parents, à nos parents, de pouvoir se traiter sur place. Et surtout aussi pour les fonctionnaires qui n'ont pas besoin de venir sur Abidjan pour se faire traiter. Donc la construction de nouveaux hôpitaux et aussi les réhabiliter avec de nouveaux matériels permet aussi la prise en charge, d'assurer aussi les parents, les fonctionnaires malades, voilà, de les suivre correctement, nos parents aussi, et surtout aussi les femmes qui sont les femmes enceintes, voilà, par exemple. Réhabiliter les hôpitaux, en tout cas, c'est très important. Voilà, c'est bien pour les gens, les démunis, c'est bien aussi pour tout le monde, pour tous ceux qui n'ont pas les moyens pour aller soit en France ou bien pour aller se faire soigner. C'est bien de rester ici en Côte d'Ivoire et rester dans son local pour pouvoir se faire soigner. Et j'aimerais ajouter un truc dessus que les 4 CMU qu'ils ont ajoutés, qui nous ont fait payer, il faudrait que ça soit vraiment gratuit, on puisse se soigner gratuitement. Voilà, c'est juste un additif pour moi. Le nouveau matériel que le gouvernement donne aux hôpitaux permet à ce que
certaines maladies soient traitées. Certaines maladies soient effectivement traitées pour que les gens ne partent plus en Europe, se faire soigner, qu'ils restent dans leur propre pays pour qu'on puisse les aider, les soigner. J'apprécie l'initiative du gouvernement et j'aimerais bien que dans cette lancée, que le gouvernement continue toujours à soutenir sa population pour qu'elle puisse avoir confiance et rester en Côte d'Ivoire. Il fait beau vivre en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire est un très beau pays. Le gouvernement travaille et si vraiment sur le développement vraiment de la santé ici en Côte d'Ivoire, je dirais que c'est déjà un atout et un point évolutif vraiment sur le plan moderne et sur le plan aussi, comme on le dit, progrès et je dirais même aussi vraiment politique. Voilà, donc selon moi, c'est une bonne initiative et sur ce aussi, le gouvernement a quand même travaillé. On n'a pas en dit plus, le gouvernement en a travaillé. Les impressions sur la réhabilitation au niveau matériel des hôpitaux en construction sont bonnes. D'abord, je tiens à remercier l'État de Côte d'Ivoire pour tout ce qu'il fait pour le bien-être de la population. Pour ma part, c'est une très belle initiative car, vu les conditions de vie défavorables de tout chacun, l'État a très bien fait de réhabiliter ces hôpitaux-là, tels que Anyama, Daloa, Benjerville, Taï et j'en passe. Pour les réhabilitations des hôpitaux en construction, je suis réconforté, ça me renforce dans l'idée que le gouvernement est préoccupé par le bien-être des Ivoiriens. Le gouvernement réhabilite en nouveau matériel les hôpitaux en construction. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que cela va permettre aux habitants qui sont un peu éloignés dans les villes un peu lointaines ou dans les villages, voilà, cela va permettre de se rendre plus vite dans les hôpitaux. Voilà. Et puis ça va réduire aussi le taux de mortalité. Et concernant les matériels, les nouveaux matériels, je dirais que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que la médecine évolue et on a de nos jours beaucoup de pandémies, beaucoup de maladies. Voilà, donc ces matériels vont permettre vraiment d'améliorer la médecine. Voilà, et puis ça va vraiment réduire le taux de mortalité. Et aussi, je dirais que, ça c'est mon avis, voilà, pour les hôpitaux déjà installés, je pense que l'État ou le gouvernement devrait penser à renouveler ces matériels-là qui sont déjà sur place, voilà, pour éviter beaucoup de choses. Très bonne chose. D'abord, il y a de cela des années, les Ivoiriens sont plaints que les hôpitaux ivoiriens sont vraiment en manque de matériel. Il y a aussi les problèmes de santé un peu partout, donc je crois que c'est une très bonne chose, surtout dans le nord du pays, au-delà d'Abidjan, parce que la plupart des hôpitaux au nord sont en manque de matériel. Donc je crois qu'en réhabilitant ces hôpitaux-là, ça va développer le système des hôpitaux de la santé. Le fait que le gouvernement réhabilite en équipement matériel les hôpitaux en construction est une bonne chose. Ça montre que le gouvernement travaille. Parce que cela va décroître le taux de mortalité et ça va accroître aussi le taux de natalité. C'est une bonne chose parce que ça améliore aussi la qualité de vie. À ce niveau, je pense qu'il faut encourager et féliciter le gouvernement. À mon niveau, ce qu'il faut craindre, c'est le prix. En tout cas, ça ne doit pas décourager la population. En tout cas, le travail est bon. Mais si le prix aussi est favorable, en tout cas, nous serons hyper heureux. C'est vraiment une très bonne chose parce que le pays en a vraiment besoin, nos hôpitaux surtout, parce que quand on a une population en bonne santé, le résultat est positif. J'ai dit malheureusement, quand on n'a pas la chance de visiter les hôpitaux parce qu'on tombe malade, il se trouve qu'il y a beaucoup de manques. De manque en médicaments, manque en matériel. Voilà, si aujourd'hui le gouvernement décide de remédier à ça, je pense que c'est une très bonne chose pour la population. Pour la réhabilitation en matériel des hôpitaux, c'est déjà une bonne chose. Merci au gouvernement et ça permet aussi à nos parents malades de se soigner aussi facilement. Donc c'est une bonne chose. Encore merci au gouvernement. Le gouvernement réhabilite les hôpitaux en construction, en nouveau matériel. Et je pense que c'est une très bonne chose.
pour que le pays puisse se développer, il faut des gens qui soient en bonne santé. Et pour ce faire, il faudrait que les hôpitaux soient bien équipés pour pouvoir prendre en charge les habitants. Et cela est une chose qu'il faut louer et qu'il faut encourager. Cela va de notre bien-être. D'abord, c'est un grand geste à saluer. C'est un geste très humanitaire et très salutaire. Donc, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier le président de la République pour ce grand geste qu'il est en train de faire, ces rénovations. Voilà. On lui dit merci et nous lui demandons vraiment de continuer. Et ce qui nous pousse même à lui dire encore longue vie. Nous souhaitons longue vie au président de la République et puis merci pour ces réhabilitations dans les différents hôpitaux. S'il peut aussi faire un geste au niveau des écoles, ça sera vraiment très intéressant. Le gouvernement réhabilite à nouveau les matériels des hôpitaux. Vraiment, ça nous réjouit. Nous, la population, nous sommes très contents parce qu'ici, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la population souffre beaucoup de l'état de santé des uns et des autres. Nous n'avons pas assez de matériel dans les hôpitaux. Donc, si le gouvernement doit faire cette faveur pour nous, vraiment, nous nous réjouissons pour ça et nous les encourageons. Et un bon carton vert pour le gouvernement, si vraiment c'est possible. Tout en vous rappelant de rester sur votre petit écran et de regarder les multidiffusions de ce programme ainsi que des informations relayées par la programmation de Lévite et d'Yvonan et de rester toujours sur les cnntv.ci et n'hésitez pas à aller faire un tour sur www.siwebinfo.net pour voir en replay toutes les informations africaines. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout en remerciant toutes mes équipes de CNN, CNN Cameroun, CNN Gabon, CNN France, CNN Côte d'Ivoire, qui se battent pour vous donner toutes ces informations vraies. N'oubliez pas, très bientôt, nous serons du côté de la Colombie avec la COP16, ainsi qu'Azerbaïdjan pour la COP29, et à Riyad, toujours pour de la COP. Je suis Consti Eka. Au revoir.